Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, franchement, peut transformer le rêve immobilier en véritable cauchemar. Je parle bien sûr des vices cachés. Vous savez, ce truc qu'on découvre une fois les cartons posés. C'est hyper stressant, c'est clair, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Le tout, c'est d'agir avec méthode. Imaginez un peu le tableau. On vient d'emménager, on est super content, et là, paf. On découvre une énorme fissure planquée derrière un papier peint tout neuf. C'est le genre de scénario qui fiche en l'air tout l'enthousiasme, non? On passe de la joie à la colère, à l'incompréhension, on se sent floué, on se dit « mais comment c'est possible? Le vendeur ne pouvait pas ne pas savoir ?» Et voilà, c'est là que les ennuis commencent. Bon, le choc de la découverte. C'est normal de paniquer un peu, de sentir la moutarde monter au nez. Mais vraiment, la panique, c'est la pire chose à faire. Face à un problème comme ça, la seule arme qui vaille, c'est la méthode, la rigueur. Il faut savoir que la loi protège les acheteurs, mais attention, il y a des règles du jeu à respecter pour que ça marche. Ok, alors c'est quoi exactement un vice caché pour la loi? Parce que tout n'est pas un vice caché. La définition, elle vient de l'article 1641 du Code civil et elle est hyper précise. On ne parle pas d'une petite éraflure ou d'une porte qui grince. Non, on parle d'un défaut grave, un truc qui n'était pas du tout visible lors de l'achat et qui rend la maison impropre à son usage ou qui en fait chuter la valeur de façon drastique. Comprendre ça, c'est la base de tout. Et pour que la justice reconnaisse qu'on est bien face à un vice caché, il y a une sorte de checklist. Il faut cocher 3 cases, 3 conditions obligatoires. Et attention, c'est pas l'une ou l'autre, c'est les 3 en même temps. S'il en manque une seule, c'est fichu, la garantie ne s'applique pas. Alors, ces fameuses 3 conditions, quelles sont-elles? La première, c'est logique. Le vice doit être caché. Ça veut dire qu'un acheteur normal, qui n'est pas un pro du bâtiment, ne pouvait pas le voir, même en étant super attentif. Deuxième condition, il doit être antérieur. Le problème devait déjà exister avant la vente, même si c'était juste en germe, comme une petite graine qui n'avait pas encore poussé. Et enfin, troisième point crucial, il doit être grave. Tellement grave que si on l'avait su, on n'aurait jamais acheté la maison. Ou alors, on l'aurait négocié beaucoup moins cher. Prouver l'invisible, voilà le vrai défi. Parce que, et c'est là que ça se corse, la loi dit que c'est à l'acheteur de prouver tout ça. C'est ce qu'on appelle la charge de la preuve. Et franchement, comment on fait pour prouver un truc qui, par définition, était impossible à voir? C'est un vrai casse-tête. C'est la question à 1 million, non? Comment on fait pour prouver l'existence, l'antériorité et la gravité d'un défaut que personne ne pouvait voir? Un juge, il ne va pas se contenter de « je vous jure que je ne l'ai pas vu ». Non, il veut des faits, du concret, des preuves techniques solides. Alors, comment on transforme ce sentiment d'injustice en un dossier en béton? Eh bien la réponse, c'est le duo gagnant, l'avocat et l'expert en bâtiment. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Penser qu'un avocat suffit, c'est une erreur. L'avocat, c'est le stratège, c'est lui qui va défendre le dossier. Mais pour construire sa stratégie, il a besoin de munitions, de preuves. Et ces preuves, c'est l'expert en bâtiment qui va les lui fournir. L'expert, c'est les yeux et les oreilles techniques de l'avocat sur le terrain. C'est un vrai travail d'équipe. Alors là, attention, c'est peut-être le conseil le plus important de toute cette présentation. L'erreur numéro 1, celle qu'il ne faut absolument jamais commettre, commencer les réparations. Je sais, c'est tentant, on veut que le problème disparaisse, mais non. Réparer, c'est comme effacer les empreintes sur une scène de crime. On détruit la preuve. L'expert n'aura plus rien à analyser pour prouver que le vice existait avant. Donc, la priorité absolue, on ne touche à rien. L'expert, c'est donc notre allié technique. Faut le voir un peu comme un détective privé ou un médecin légiste pour les maisons. Son job, c'est de faire parler les murs, de trouver les indices que personne d'autre ne voit pour remonter à la source du problème. Et pour ça, il faut savoir lire un bâtiment, un peu comme un docteur qui lit des symptômes. Par exemple, des fissures en escalier, ce n'est pas du tout la même chose qu'une fissure droite. Des taches d'humidité, des dépôts blanchâtres sur les murs, tout ça, ce sont des indices. Ces dépôts, par exemple, ça s'appelle des efflorescences. Et ça crie « problème d'humidité qui vient du sol ». L'expert, c'est celui qui sait décoder ce langage et poser le bon diagnostic. Et ce n'est pas un magicien, c'est un technicien qui a des outils de pointe, un peu comme les experts à la télé. Il a une caméra thermique pour voir ce qui se cache derrière les murs, les fuites d'eau, les ponts thermiques, invisibles à l'œil nu. Il a un humidimètre pour mesurer de façon super précise le taux d'humidité. Il peut même utiliser un endoscope, une petite caméra pour aller voir à l'intérieur d'une cloison sans tout casser. Ce sont ces mesures, ces données objectives qui vont rendre son rapport incontestable. Bon, maintenant qu'on a bien compris la théorie, le rôle de chacun, passons à la pratique. Concrètement, on fait quoi? Voici une feuille de route, étape par étape, pour savoir exactement comment réagir et reprendre le contrôle. C'est simple, il y a 3 étapes clés à retenir. Étape 1, préserver. Je le répète, on ne touche à rien. Par contre, on prend des photos, des vidéos, on documente tout. Étape 2, prouver. C'est là qu'on appelle un expert indépendant. C'est son rapport qui va devenir la pièce maîtresse du dossier. Et seulement après, étape 3, procéder. Avec cette preuve en main, l'avocat peut lancer la machine, d'abord à l'amiable et si ça ne suffit pas, au tribunal.
Et pour que tout ça soit encore plus concret, on va prendre l'exemple d'un cabinet d'expertise qui connaît bien ce genre de situation, AEB 360. Ils sont basés à Lyon et interviennent dans toute la région Rhône-Alpes. Voyons voir comment ils appliquent tout ça sur le terrain. AB360, donc, c'est un cabinet d'expertise indépendant spécialisé dans le bâtiment, ici dans la région lyonnaise. Leur mission, c'est de comprendre les problèmes d'un bâtiment et de défendre les intérêts techniques de l'acheteur. Et le mot le plus important ici, c'est indépendant. Ça veut dire qu'ils ne bossent ni pour des assurances, ni pour des entreprises de BTP. Leur seul et unique client, c'est la personne qui les mandate. Ça garantit un avis totalement objectif. Et leurs engagements sont très clairs. D'abord, l'indépendance totale, on vient d'en parler, c'est la base de la confiance. Ensuite, la rigueur technique. Leurs rapports sont faits pour être solides, pour tenir la route face à un juge. Il y a aussi une approche pédagogique. Ils prennent le temps d'expliquer les choses simplement, parce que quand on est dans le stress, on a besoin de comprendre pour prendre les bonnes décisions. Et enfin, la réactivité. Parce que dans ces cas-là, le temps c'est de l'argent et surtout du stress en moins. Ce témoignage d'une cliente résume parfaitement ça. Elle dit « rapport détaillé et clair ». Arnaud a été très pédagogique. On retrouve exactement les deux points dont on parlait. La rigueur technique, avec un rapport qui permet de résoudre le litige, et la pédagogie, cette capacité à rendre des choses complexes compréhensibles. Quand on est perdu, angoissé, croyez-moi, ça change tout. Et on voit bien leur zone d'intervention principale. Le Rhône, l'Ain, l'Isère. Cet ancrage local, ce n'est pas un détail. C'est un vrai plus. Pourquoi ? Parce que chaque région a ses propres particularités de construction, ses propres maladies typiques, comme les problèmes liés au sol argileux par exemple, qui provoquent beaucoup de fissures. Connaître le terrain sur le bout des doigts, ça permet d'être plus rapide et plus pertinent dans le diagnostic. Alors, pour finir, tout se résume à cette question. Face à un doute, quel est le premier réflexe ? Si demain on découvre une fissure étrange, une odeur d'humidité persistante, l'instinct, c'est d'appeler un artisan pour réparer. Et on a vu que c'est une erreur. Le bon réflexe, le seul qui vaille, c'est de ne toucher à rien et d'appeler un expert pour faire constater. C'est ce premier geste qui change tout, qui préserve les droits et qui permet de sortir de l'impasse.